Nous sommes sur le rond-point Schuman. C'est vraiment l'épicentre du pouvoir politique en Europe. On trouve autour de cette place plusieurs grandes institutions de l'Union européenne, comme ici la Commission européenne, là le bâtiment du Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen est à 1 kilomètre d'ici, dans cette direction. Il y a également sur cette place et aux alentours les bureaux d'innombrables officines de lobbying et d'entreprises qui disposent ici d'une antenne chargée de peser sur les décisions de l'UE. Dans cet immeuble là-bas, vous avez les services de lobbying de British Petroleum, de Statoil et du géant du tabac Philip Morris. Sur l'avenue de Kortenberg, on trouve plein d'autres multinationales, comme le géant de la chimie BASF. Pernod Ricard est installé dans ce bâtiment. Tout l'immeuble est d'ailleurs occupé par des bureaux de lobbying qui travaillent pour General Electric ou encore pour Airbus. Le quartier européen s'étend sur environ 3 ou 4 km². C'était avant un quartier résidentiel, mais il abrite aujourd'hui essentiellement des bureaux, que ce soit ceux des institutions de l'Union ou des organismes de lobbying qui s'efforcent d'influencer les décisions que prennent ces institutions. Je suis lobbyiste. Pour être plus précis, je fais du lobbying pour l'European Services Forum, dont je suis directeur général. Les membres de l'ESF sont des multinationales, des organisations professionnelles, des banques ou des compagnies d'assurance, comme la Deutsche Bank, la Banque Barclays ou AXA. C'est une affaire de multinationales. Cela fait des années que j'enquête sur les tractations douteuses qui s'effectuent dans les coulisses du Parlement européen. Il existe une zone trouble où l'intérêt public, que les parlementaires sont censés défendre, et les intérêts privés ont tendance à se confondre. Une enquête menée par des journalistes avec une caméra cachée a permis d'exposer au grand jour certaines de ces activités. Le cas d'Ernst Strasser, leader des conservateurs autrichiens au Parlement européen, est certainement celui qui a fait le plus de bruit. A lobbyist is a lobbyist, yes. And the lobbyist has some special smell. I'm myself something. So we have to be very careful. And I think they make a lot of mistakes, the lobbyists, yeah? Because they think they are the chiefs, yes? Yeah. No, my client is the chief. Yeah. My client is the chief. And you know, Windows, Google, name it, Apple, AT&T, they are here and they lobby us, and they have their lobbying companies here. Yeah. It's really interesting how they act. Yes? It's really interesting. When you go there as an MEP, this is something. It opens the door in another way as you go in there as a lobbyist. My clients pay me for a year 100,000 euro, yes? I now have hopefully from tomorrow on 6 clients where I make such an advice. All right. Hopefully tomorrow 6. Not, you are not included. You will be the 7th. We'll be lucky number 7. Strasser et 2 autres parlementaires européens, un Slovène et un Roumain, ont dû démissionner et font aujourd'hui l'objet de poursuites. And so I only have one chance to lie. Yes. So I will be very, very careful.
on this because if you once lie, you're dead. Yes? And I don't want to be. I want to build up my network and want to use it after my time as an MP. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les activités de ces 3 personnes étaient illégales parce qu'il s'agissait d'élus. Mais le principe même du lobbying, qui permet à certains groupes d'intérêt de peser sur les décisions prises à Bruxelles, est en revanche tout à fait légal, et depuis longtemps. Au début des années 90, je travaillais pour une organisation écologiste d'Amsterdam, qui collaborait avec d'autres ONG du même genre, un peu partout en Europe. Un jour, pendant l'été 1993, nous avons reçu un fax au bureau. Il venait du sud de la France, d'un groupe écologiste local. Ce groupe se battait contre la construction d'une autoroute dont le tracé passait par la vallée d'Aspe, une zone écologiquement très importante, située dans une région magnifique. Il nous demandait si nous avions des informations sur le rôle de l'Union européenne et en particulier de la Commission dans ce projet autoroutier. Nous nous sommes donc penchés sur la question. Et nous avons découvert que ce projet s'inscrivait dans le cadre d'une initiative beaucoup plus vaste, baptisée Réseau transeuropéen. Ce super projet portait sur le plus grand programme d'infrastructures jamais mis en chantier, pour un budget estimé à 400 milliards d'euros. Des amis suédois nous ont appris peu après qu'un important groupe de lobbying se trouvait derrière tout ça. Ils nous ont en effet demandé si nous connaissions l'ERT, la table ronde des industriels européens. Je n'en avais jamais entendu parler. Je me suis donc mis en devoir de me renseigner sur cet organisme. Je n'ai rien trouvé dans nos archives. Je me suis alors plongé dans la presse économique, un monde qui m'était étranger. En parcourant le Financial Times, l'Economist et divers titres allemands, j'ai finalement découvert l'existence d'un rapport intitulé « Reshaping Europe », « Refaçonner l'Europe », publié peu de temps auparavant. L'information semblait intéressante et nous avons donc commandé ce rapport au siège de la table ronde. J'ai indiqué que j'en avais besoin dans le cadre d'un travail de recherche. Je n'espérais pas obtenir de réponse. Pourtant, quelques jours plus tard, j'ai reçu une grosse enveloppe marron. Il y avait à l'intérieur 3 brochures, intitulées « Les chaînons manquants, les réseaux manquants et Refaçonner l'Europe ». J'ai parcouru les 2 premiers fascicules. C'était étrange, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ça quelque part. Eurotunnel, liaison scandinave, corridor des Pyrénées. Je suis retourné dans nos archives. J'ai sorti le projet Réseau transeuropéen de la Commission. Je l'ai lu attentivement, en le comparant avec les autres documents. Ils étaient étonnamment similaires. Les 2 projets étaient presque identiques. C'était comme si la Commission avait fait un copier-coller du projet de la table ronde. J'ai commencé à me poser des questions. Refaçonner l'Europe ? On parlait d'une réunion à Dublin rassemblant 45 chefs d'entreprise, tous à la tête de multinationales représentant des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des entreprises comme Fiat, Lafarge, British Petroleum, Hearst, Nestlé, Siemens, Shell, Unilever et quelques autres, qui apportaient tout leur soutien au rapport que j'avais entre les mains.
Les auteurs étaient 3 chefs d'entreprise. Jérôme Monod, Per Gyllenhammar et Wiese Dekker. Habitant les Pays-Bas, je connaissais Wiese Dekker, le patron de Philips, l'une des plus grosses entreprises du pays. Per Gyllenhammar était à la tête du constructeur automobile Volvo. Jérôme Monod dirigeait la Lyonnaise des Eaux, une grande multinationale française. Les auteurs de ce rapport étaient donc 3 grands patrons, à la tête de 3 des plus grandes entreprises d'Europe. Il s'agissait d'un manifeste politique rédigé par des capitaines d'industrie. C'était effarant. Ce rapport avait été écrit par 3 grands patrons qui avaient ainsi formulé un ensemble de recommandations sur la manière dont il convenait de changer l'Europe. Nous avons donc décidé de mettre en place un groupe d'industriels, la future table ronde européenne, pour avoir leur point de vue. On y trouvait les Agnelli, qui étaient à la tête de Fiat, en Italie. Wiese Dekker, le patron de Philips, aux Pays-Bas. Per Gyllenhammar, le patron du suédois Volvo. Les dirigeants de Siemens, des grandes entreprises de chimie allemandes, des Français, des Espagnols, des Britanniques. Une poignée de hauts dirigeants qui présidaient aux destinées des plus grandes entreprises d'Europe et qui avaient envie de discuter politique avec les gens qui étaient aux commandes de la machine administrative européenne. Le lobbying, ce n'est pas transmettre un message une fois, c'est le marteler jusqu'à ce qu'il rentre. Nous travaillons sur le long terme. Mon métier n'est pas de prétendre changer le monde en un jour. Je me suis dit que j'avais intérêt à chercher du travail là où il y avait de l'argent. Je suis donc allé voir la Fédération bancaire européenne, la FBE, qui m'a embauché comme lobbyiste. J'ai travaillé 9 ans pour la Fédération bancaire européenne. C'est là que j'ai découvert un monde européen parallèle, celui du commerce international. Être lobbyiste, c'est bien sûr disposer de nombreux contacts. J'entretiens des relations avec une centaine de personnes dont l'influence est déterminante. J'ai un rôle de créateur de réseau, de médiateur, voire d'ambassadeur. Et pour être un bon ambassadeur, il faut savoir à qui s'adresser. Je peux dire que je représente environ 80% de tous les exportateurs et de tous les investisseurs du secteur des services. Cela représente, en chiffre d'affaires, disons 50% du PIB de l'Union européenne. Je ne crois pas vraiment à la chance. Ça compte, bien sûr, mais la plupart du temps, il faut surtout savoir la provoquer. Lorsqu'une occasion se présente, c'est à vous de savoir la saisir.